Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne. Ça fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de monde pour le coup. Le rendez-vous de midi, bon finalement c'est vrai que il y a un peu ce truc où c'est parfois plus compliqué de se libérer, mais après je me dis peut-être qu'il y a des gens qui entre midi et deux ont un peu de temps pour écouter la radio ou un truc comme ça. Et puis de toute façon le replay comme ça est disponible plutôt Anto, Béni, salut à vous, Okoro, Tienoulave, salut à toi, salut à tous, ça fait plaisir, ça fait très plaisir que vous soyez là. Donc on va y aller. Comment ça va déjà ? Est-ce que vous allez bien ? Oui, je suis tout seul encore une fois, je suis enrhumé encore une fois, évidemment. Bon. Bref, à part ça, on a eu 2 très beaux matchs, on peut y aller directement si ça vous dit, hop, on bascule, ouais c'est bon, on y va, donc 2 matchs, on se met à la nouvelle heure du lab, c'est un peu l'idée. Alors après peut-être qu'on essaiera de varier, notamment si Azad peut ou veut venir sur certains soirs, comme il est aux États-Unis, il y a un peu le décalage horaire, donc des fois peut-être on le fera en soirée comme d'habitude, mais voilà, un peu essayer de varier, mais voilà, comme je suis tout seul, je préfère faire ça le midi, comme ça ensuite on est entre guillemets débarrassé, et puis je peux poster le replay plus tôt, donc ouais. Le TT ça aide beaucoup. C'est quoi le TT, Yugi ? Je comprends pas ton message. Ali Burton, ouais évidemment on va parler d'Ali Burton. Du mal à digérer le choke au Okoro FC, ouais. Je comprends que t'es fan des Cavs évidemment, Okoro FC. Il a joué d'ailleurs, Okoro, il a pas mal joué ce match-là. Tout va bien, j'ai juste peur que le deuxième tour passe trop vite. Ouais, un peu la meilleure période de l'année pour le coup. Je trouve, c'est vraiment la meilleure période de l'année à mon sens, parce qu'il y a un peu un côté où le premier tour il y a trop de trucs, donc il y a toujours la frustration de ne pas pouvoir tout suivre. Et puis après les finales de conf, c'est bien, c'est un niveau supérieur, etc. Finale de conf, finale NBA, mais il y a ce côté finale de conf où finale NBA 2, il y a un match tous les jours, et même il y a des fois où il n'y a pas de match, quoi, donc c'est un peu plus lent. Alors que le deuxième tour, c'est le parfait croisement entre le nombre de matchs et la qualité des matchs, donc c'est ma période préférée de l'année. Bref, ouais, télétravail, on écoute en travaillant. Et puis en mangeant aussi, j'espère que vous mangez malgré le télétravail. Bref, on y va, par lequel vous voulez commencer ? Peut-être on se fait Indiana-Cleveland qui était le premier match de la soirée. D'ailleurs ça me perturbe toujours autant, moi, au passage qu'on ait eu le Game 2 des Pacers qui soit joué avant le Game 1 de Warriors Timberwolves, mais bon, c'est peut-être que moi. Bref, pas mal de choses à dire sur ce match. Bon, évidemment, il y a un aspect du comeback à la fin qui est un peu improbable, tout ce qui se passe. Je sais pas exactement quels sont les événements, mais il y a de la transition à la fin, il y a des paniers un peu faciles, il y a des lancers francs, il y a une perte de balle sur une remise en jeu, je crois, tout à la fin. On va essayer de se mettre ça un peu en image si j'y arrive. Hop. Voilà, super nickel, il n'y a pas le son en plus, donc comme ça, on va pas être perturbé. Mais ouais, non, c'est un peu... La fin de match est un peu grotesque, quoi, pour le coup. C'est vraiment... Alors, j'aime pas trop l'expression de choke, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu gâché un match, quoi. Donc c'est dommage. Donc pardon, j'ai même pas dit le score. 120 pour les Pacers et 119 pour les Cavaliers. Donc voilà, perte de balle sur remise en jeu, les lancers francs, Ali Burton, rebond offensif, plus le 3 points, pull-up à 3 points, alors que les Pacers en plus c'était seulement... mené de 2 points, non, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Donc bon, fin de match, un peu folle, un peu magique, vous le prenez comme vous voulez, mais en effet, on va dire que ça fait partie du jeu. Ah mince, mais je suis sur les paniers des Cavs, là. Excusez-moi, c'est pour ça qu'on les voit pas. Les paniers des Pacers, voilà, on les met à l'image. Non, d'accord, la vidéo marche pas. Bref. Mais à part ce comeback, qu'il faudra quand même expliquer, qu'il faudra aussi en parler, mais il faut quand même dire que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que les Cavs laissent tomber ce match, parce que moi je reste persuadé que les Cavs sont la meilleure équipe, enfin la meilleure équipe en général, sur la saison, etc. Mais c'est vrai que là il y a un peu cet aspect premièrement de blessure qui est assez dommage, et surtout dans une série au meilleur des 7 matchs, tu peux pas te permettre de laisser filer des matchs comme ça, quoi. Tu t'épuises derrière. Donc ouais, ils étaient un peu en contrôle sur ce match-là. Regardons un peu les stats générales si ça vous dit. Entre la variance du 3 au game 1 et cette fin de match game 2, ça fait beaucoup. Exactement, Cabra-Cadabra, tout à fait, je suis un peu d'accord. Après, bon, tant mieux pour les Pacers, mais il y a un côté où ça devient vite compliqué là pour les Cavs. 2-0, en sachant qu'en plus c'était 2 matchs qui étaient à domicile. Bon,
il y a les blessures, hein, d'accord, mais dans les faits, ça fait une situation qui est déjà très dure à relever, quoi. Je pense que si on était à un partout dans la série, malgré les blessures, on aurait déjà été content côté Cavs. Bon, là, les Pacers prennent quand même une sacrée option. Là, je commence un peu à m'inquiéter côté Cavs parce que, en fait, plus ça va, moins t'as de marge d'erreur pour le coup. Donc t'as pas le droit de te prendre encore un ou deux, ne serait-ce que un peut-être, un match où les Pacers sont en surchauffe ou un match où toi tu mets aucun tir à 3 points. Bref, d'ailleurs, je vois que c'est de nouveau le cas. Donc les stats assez générales. Après, on parlera de tactique. Donc deux belles perfs offensives évidemment. Qu'est-ce qui pop up un peu, c'est les turnovers. Vous l'avez vu, beaucoup de turnovers côté Indiana. Et c'est vrai que défensivement, donc il y a le comeback, quatrième quart-temps, mais on a quand même un match où l'attaque des Pacers est poussive. Pour le coup, elle est beaucoup plus poussive sur les 3 premiers quart-temps que sur le match 1. Et pas que une question de shot-making, donc il y a aussi ces pertes de balles. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'imprécisions, et juste la défense des Cavs qui était aussi pas mal. Donc ces pertes de balles ont fait mal. D'ailleurs, je vais aller vérifier de suite. Non, pas tellement. Les Cavs n'en ont pas tellement profité au niveau de la transition pour se projeter après ces pertes de balles. Mais voilà, c'était un peu l'histoire pour moi du match 2, du début du match 2 en tout cas, c'est l'attaque un peu plus imprécise, on va dire, d'Indiana. D'ailleurs, niveau box score, je trouve que... Alors, je vais quand même vérifier. Bon, Liberton fait quand même 36 minutes, mais j'ai l'impression d'avoir vu des passages où il jouait un peu moins, deuxième quart-temps là, avec McConnell, où c'était pas top. Voilà, Siakam a moins joué. Siakam, 29 minutes. Est-ce que j'ai manqué des problèmes de fautes ? Il avait 4 fautes, je me souviens plus si dans le match il était embêté par ça. Mais en tout cas, un Siakam beaucoup moins bon qu'au match 1. À peine 12 points, 5 sur 8. On n'a pas eu du tout l'aspect de... punisseur de mismatch, l'aspect des piquets dans l'inversé qu'on avait vu match 1, etc. Mais ouais. J'avoue que ça se passe trop bien pour les Pacers, c'est bizarre. Et je dis ça en tant que fan des Pacers, nous dit Ringo. Ouais, mais ils ont aussi un super pouvoir, c'est qu'en playoff, ils arrivent et en face, c'est blessé, quoi. Mais non, mais bon, au-delà de ça, au-delà de cet aspect-là, il n'y avait pas Mobley, il n'y avait pas Garland, donc c'est quand même un peu compliqué. Mais voilà, moi je trouve tout de même que premièrement, l'attaque des Cavs a quand même bien fonctionné sur ce match-là, même si à la fin ça a un peu bloqué, mais je pense même pas que c'est l'attaque qui fait perdre le match, quoi. C'est la fin de match en soi. C'est le déroulé des événements, c'est un rebond offensif par là, un turnover par là. Et même moi, je connaissais le résultat avant de voir le match. Je savais que les Pacers avaient fait un comeback. J'avais vu l'action du lancer franc, le rebond offensif, le pull-up de Haliburton qui passe devant, etc. Mais en fait, en regardant le match, petit à petit, je me dis ils vont repasser devant, ils vont faire le comeback et tout. Ou alors les Cavs ont commencé à bloquer. Et en fait, pas tant que ça. Les Cavs ont fait des actions jusqu'à la fin, quoi. Les Cavs ont plutôt bien joué, même offensivement. Ça mettait des paniers, ça allait chercher le lancer franc. Même la fin de match de comment il s'appelle, notre ami Donovan Mitchell. Mitchell a été excellentissime, je trouve. Regardez, 15 sur 30 au niveau du tir, déjà 48 points, mais même 17 sur 21 au lancer franc. Donc ça, on peut mettre les tirs si vous voulez à l'écran, mais on verra pas tous les lancers francs, malheureusement, toutes les provocations de lancers francs. Mais ouais, Mitchell a fait un gros match et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, on a eu provocation de faute, on va attaquer Miles Turner, on va attaquer Haliburton, etc. Et ça a marché. Mais non, c'est un peu dommage cette fin de match. Mais bref, donc l'attaque était pas mal. La défense aussi, elle a été au niveau. Et même d'ailleurs, on peut en parler, mais je trouve que l'attaque des Pacers ça a été moins génial. Moins génial pour... on avait parlé match 1, l'aspect de Cleveland est obligé de faire des switches, mais ensuite le fait de faire un switch, tu concèdes un mismatch sur l'écran. Donc un petit qui va sur Turner, un petit qui va sur Siakam. Et donc pour protéger ça, tu étais obligé de faire un deuxième switch off-ball. Donc un mec sur l'aile, Hunter... D'ailleurs, Hunter il a pas joué, non ? J'y pense maintenant. Hunter il a pas joué. Ah non, Hunter aussi il était absent, un malade. Ok, mince. Ah oui, je percute que maintenant. Ouais, effectivement, donc Hunter a pas joué. Donc bref, il y avait un mec en deuxième rideau qui faisait un autre switch, mais le temps que ce deuxième switch off-ball se fasse pour annuler le mismatch, le passing d'Haliburton allait trouver le mec côté faible, etc. Donc voilà, ça a été moins exploité par les Pacers. Je trouve, il y a un début de match, mine de rien, où on a tout de même Haliburton qui recommence à aller chercher du Jarrett Allen, à le punir sur des 1 contre 1. Mince, on n'a pas les vidéos, tant pis. Mais globalement, je trouve que l'attaque a été moins géniale, on va dire. Moins géniale côté Pacers, parce que l'attaque de mismatch marchait peut-être un peu moins, parce qu'il y a aussi eu moins de surchauffe à 3 points. Même si sur le match, regardez, ils sont encore à 40%. Les mecs, ils sont à 40% d'efficacité à 3 points.
mais avec une beaucoup moins grande fréquence. Regardez, d'ailleurs on le voit ici, à peine 29% de tirs qui sont pris à 3 points pour les Pacers sur le match. Alors que match 1, on était à beaucoup plus, et match 1, il y avait un peu plus cet aspect de plein d'ouvertures dans la défense, le flow de l'attaque qui donnait plein de catch and shoot ou de 3 points un peu de manière naturelle. Donc ouais, je trouve que au final, la défense des Cavs n'a pas été si mal que ça du tout sur la majorité du match. Malheureusement, comeback, mais on va pas le refaire à chaque fois, ce refrain-là. Pardon, excusez-moi. Ty Jerome catastrophique, ouais, on va en parler aussi, Mais voilà, globalement, il faut dire aussi que début de match, alors attendez, je retrouve ma fiche, où est-ce qu'elle est, ce qui a été fait, c'est aussi que on a un peu alterné les couvertures côté Pacers, notamment en deuxième mi-temps. Côté Cavs, notamment en deuxième mi-temps. Donc première mi-temps, on était plutôt en mode on va switcher un peu comme d'habitude, switcher avec même Jarrett Allen ou qui va switcher sur Haliburton ou switcher un peu partout. Sauf que, comme dit, ils arrivaient un peu à s'en sortir, les Pacers pour attaquer tout de même. À noter d'ailleurs le backup, vu que Mobley était pas là, que Hunter était pas là, le backup pivot, ça a été Javonte Green, qui est vraiment un ailier défensif qui sait faire que ça pour le coup, mais qui lui a joué, voilà. Et donc lui, toujours pareil, le switch également. Mais je trouve que sur ce match, on a commencé un peu à ne pas switcher un peu plus. Fin de première mi-temps et même beaucoup plus deuxième mi-temps et même beaucoup plus sur la fin de match. La fin de match, on s'est carrément mis à alterner un peu entre ne pas switcher avec Jarrett Allen, donc rester en drop, rester en edge, en 2 contre 1 sur Haliburton, une possession, et puis la position d'après faire un switch, et puis la position d'après revenir sur couverture traditionnelle, et puis la position d'après de nouveau faire du switch. Donc un peu un côté play calling défensif également pour perturber un peu les Pacers. Mais je trouve que on a un peu cette leçon là de en fait pendant ces 2 premiers matchs, les Pacers et Haliburton a été suffisamment bon pour punir ces switches, pour aller battre Jarrett Allen sur des 1 contre 1, que ça commence un peu à cogiter. Côté Cavs, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas tenter de revenir un peu en arrière, quoi. À la base, on se dit, switchons tout. Comme ça, les actions un peu complexes des Pacers, on se pose pas de questions. Comme ça, le pick and roll, on se pose pas de questions. On ne donne pas un décalage à Haliburton où il peut ensuite nous punir. Voilà, ça c'est un peu l'idée de faire le switch. Sauf que, comme dit, ils sont arrivés à bien le punir. Mais là ils se disent non, en fait ça devient trop dangereux, donc essayons autre chose, essayons peut-être de repartir sur des 2 contre 1 sur Haliburton. Donc ça a été fait un peu plus côté Jarrett Allen, et j'ai hâte de voir où est-ce que ça peut nous mener, notamment ça, est-ce que ça peut se refaire plus, à quel point, je sais pas aussi à quel point c'était lié à l'absence de Evan Mobley, qui a fait aussi du mal, son absence en deuxième rideau. Par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu toujours le truc où c'est bien d'avoir Jarrett Allen qui switch et d'avoir l'assurance tout risque derrière d'un Mobley, ou l'inverse pour le coup. Donc voilà, hop. Excusez-moi, je prends ma fiche ici, voilà. Donc ouais, on commence un peu à changer par rapport à ça, mais il y a un problème aussi, et là je peux aller chercher directement des actions et vous les montrer, c'est que qui dit rester à 2 sur... il est où Mathurin Mathurin qui a fait un gros money time. Qui dit rester à 2 sur Haliburton veut dire un peu débloquer son passing. Mince, on n'a pas les vidéos, si. Débloquer un peu le passing. En l'occurrence, ça a été plutôt bien géré pour aider un peu sur le pick and roll. Et notamment, si tu restes à 2 sur Haliburton, il faut qu'il y ait un 3e homme, côté faible, qui vienne faire la rotation sur Miles Turner, sur Thomas Bryant, ou voilà, sur le pick and pop, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que là-dessus, le problème, c'est que c'est aussi pour ça que à la base, les Cavs voulaient absolument switcher. C'est que quand tu commences à ne pas switcher et à créer des décalages un peu partout, rotation du 3e homme, 2 contre 1 sur le ballon, y a des ouvertures dans la défense, nécessairement. Et donc là, on arrive à les cuts, le mouvement, etc. Là, vous en voyez un à l'écran, donc on est dans le 4e quart-temps, regardez. Donc on a Haliburton qui va driver sur Jarrett Allen, la pocket pass qui est faite pour Miles Turner qui va attaquer, voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On a Sam Merrill qui est préoccupé, pourquoi ? Parce qu'il se dit, mince, si Miles Turner refait la passe, Haliburton est ouvert, et donc, bref, grosso modo, vous voyez, on a un 2 contre 3 là, côté faible, qui est fait, et donc dans ce 2 contre 3, Mathurin peut couper au panier un peu librement, quoi. Il n'y a pas de box-out qui est fait, parce que Sam Merrill est plus totalement sur Mathurin, il surveille aussi un peu Haliburton, 2 contre 3, et donc rebond offensif, et je crois qu'il y a un cut juste avant ou juste après qui est un peu dans le même esprit, voilà, c'est pareil. Nembhard, pick and roll, là encore, Jarrett Allen qui va pas switcher, donc il va rester un peu sur Nembhard, et Ty Jerome revient aussi sur Nembhard, donc notre ami Miles Turner est un peu libre, c'est Mitchell qui est obligé de coulisser depuis le côté faible, et donc, ah non c'est pas là, pardon, où est-ce qu'il va être le cut ? Voilà, le décalage est fait, on exploite, et Mathurin va au panier. Non, c'est pas cette action, alors que
C'est pas cette action que je pensais, mais bref, c'est pas grave. Mais en gros, il y avait un peu ce côté où, si tu fais pas des 1 contre 1, si tu fais pas des switches, il y a un peu des espaces qui vont s'ouvrir dans la défense. Mais c'était peut-être d'ailleurs un panier où. Enfin, c'était peut-être pas un panier, il a eu des lancers francs, donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'action visuelle. Mais bref. Donc voilà, c'est à voir. À voir comment est-ce qu'on peut gérer tout ça, parce que, le truc, c'est qu'on a vu aussi. Les Cavs commencent à faire ça sur Haliburton, mais aussi sur Nembhard. Et Nembhard, même depuis un peu plus tôt dans le match, depuis la première mi-temps, on a fait un peu des couvertures hors switch, donc un peu plus de contraintes traditionnelles sur Nembhard, parce qu'on se dit, c'est pas un aussi bon passeur, c'est pas un aussi bon... il va pas nous décortiquer notre défense, il va pas nous punir le 2 contre 1, il va pas punir la couverture traditionnelle, donc faisons ça. Donc ça sera à surveiller, à mon avis, et ça a plutôt pas mal marché, je trouve. Nembhard de très bonne lecture sur pick and roll sur ce match, de bon drive et kick aussi, de drive and kick aussi. Ouais, pas mal, mais comme tu vois, je te dis, il y a des fois où tu peux te permettre un peu plus de largesse, on va dire, que contre le passing un peu de génie d'Haliburton, quoi. Donc il y a des lectures un peu avancées qui fait peut-être un peu moins, légèrement moins, ou j'exagère un peu, mais c'est quand même un peu l'idée, quoi, pour le coup. Le spacing des Pacers c'est un peu démentiel, non? Ouais, exactement, Pipa. L'accès à la raquette leur est facile tellement ils écartent le terrain. Ouais, et puis il y a aussi une aspect. Enfin, c'est même pas juste le fait d'avoir. Mince, il va nous donner les paniers ou pas? Non, il n'y a pas les vidéos, il nous a dit. Bon, bref. Il y a l'aspect de spacing et d'avoir un personnel sur le terrain de mecs qui shootent, d'accord. Mais après, tu as aussi le fait que le terrain est bien organisé, quoi. J'ai une action en fin de match là où clairement. Haliburton par exemple fait une isolation sur je sais plus qui, et en fait c'est fait exprès où on balance tout le monde de l'autre côté en termes de spacing, ou alors tout le monde à 3 points et on libère totalement un côté, il peut driver de ce côté là avec personne qui va s'interposer par exemple, ou ce genre de choses. Donc non seulement t'as la possibilité d'aligner que des bigs qui shootent quasiment, Turner, Siakam, et donc c'est Thomas Bryant qui est sorti du banc 10 minutes. Finalement il n'y a que Jarvis Walker qui a joué sur ce match en étant un intérieur qui shoot pas, enfin pas trop, et même Obi Toppin, donc ça shoot également. Donc voilà, grosso modo la raquette, il n'y a que des mecs qui shootent, mais en plus c'est bien organisé aussi sur le terrain, donc ouais. De manière générale, les Pacers se permettent de revenir en accélérant les mouvements dans le money time, parce que les rotations off-ball et la taille de Mobley manquent terriblement. Exactement, je suis assez d'accord. Après, il le faisait aussi quand il y avait Mobley, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté... pour les Cavs, il n'y a même pas ce bonus, quoi. Mais voilà. D'ailleurs, juste pour vérifier les stats de transition, ça m'a paru un peu moins pire. Ouais, donc la fréquence a été assez élevée, mais en effet, en efficacité de transition, ils n'ont pas été hyper bons. Il n'y a pas eu tant que ça de points bonus. Je trouve que le travail a été aussi mieux fait côté défense des Cavs, où tu te fais plus totalement avoir. En tout cas, un peu moins. Même si les Pacers s'essayent toujours, mais voilà, c'est aussi un point central de la série, c'est surveiller ça, cette catégorie transition et ces points, parce qu'on sait que les Pacers ils peuvent un peu te démoraliser, quoi. Tu travailles longtemps pour ta possession et derrière tu clignes des yeux et les mecs sont déjà de l'autre côté, et toi tu as travaillé pour ton 2 points et ils ont déjà mis là, eux ils ont mis un 2 points en 2 secondes, quoi. Donc ouais. Ouais, Jarvis Walker non-shooter, je m'offusque. Oui, non mais tu vois ce que je veux dire, quoi. En termes de volume et d'efficacité, c'est pas encore ça. Mais dans l'idée, oui, le profil est fait pour qu'il shoot à terme, ouais. Effectivement. Salut au nouveau, pardon, que j'ai pas salué encore. C'est Basketic qui est arrivé, je crois. Jobro aussi, salut à toi. J'ai beaucoup de mal à comprendre le switch all des Cavs sur cette série. C'est pour l'aspect pas de décalage. Voilà. Parce que, c'est dommage, il n'y a pas les vidéos, ça m'embête, ça. C'est un peu nul, mais... dommage. Mais non, mais les Pacers sont aussi capables de faire des actions un peu complexes. Tu vois, ils ont fait des Spain pick and roll, donc un pick and roll normal avec en plus un 3e écran qui va bloquer le protecteur de panier. Enfin, ce genre d'action, des actions à 3 un peu sur le côté, ils sont capables de faire ce genre d'écran qui partent un peu dans tous les sens. Il y a un système en sortie de temps mort aussi comme ça. Je crois que j'ai noté sur ma feuille, je sais plus où là. Donc je sais plus quand c'est arrivé. Mais ça partait dans un sens, dans l'autre. Voilà. Donc en fait, t'as un peu ce côté où je pense que la philosophie, c'est l'idée de... si on switch tout, a priori, on n'aura pas de problème. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Et puis l'autre élément c'est Haliburton, quoi. Parce que tu vois, il y a une possession d'ailleurs où c'est pas fait exprès, hein, c'est un peu de facto parce qu'il est un peu en retard, Jarrett Allen ou quoi que ce soit, mais de facto il reste en drop. Il reste un peu bas par rapport au niveau de l'écran parce qu'il arrive en retard, je crois. Donc c'est pas le play call, mais il reste en drop face à Haliburton. Haliburton prend le pull-up à 3 points et il te punit, quoi. Et ça n'arrive plus jamais, évidemment, parce que si tu fais ça, c'est dangereux. Et si tu restes aussi en drop, il peut pénétrer dans la raquette, prendre son footer, ou alors encore mieux, pénétrer et ressortir ailleurs, quoi. Donc ça aussi, je crois que c'est Pipa aussi qui parlait du spacing, mais il y a un aspect
les Pacers punissent très bien aussi pour l'instant les rotations, ou plutôt le dézonage côté faible. Parfois, tu as un Dean Wade qui est côté faible qui se dit ah mince, ça va peut-être arriver côté droit, moi je suis côté gauche, je commence un peu à aller à l'intérieur légèrement, et hop, la passe est faite de l'autre côté, ou ce genre de choses. Donc je trouve que pour l'instant, ouais, les Pacers avec Nembhard, avec Haliburton, même Siakam, il y a un côté où parfois, si ça dézone un tout petit peu trop, côté faible, notamment dans le corner ou sur l'aile, la balle est balancée directement. McConnell aussi, TJ McConnell le fait assez bien, mais voilà. Donc pardon, c'est un peu l'idée de tu peux pas faire un drop, je pense, face à Haliburton, ou alors c'est risqué parce que tu lui donnes ce pull-up à 3 points ou à 2 points, ce flotteur ou le passing un peu facile, et si tu fais des edges, bon ben voilà, Haliburton il peut passer par-dessus, il a la taille, il a les fameuses jump pass qui sont sa spécialité de sauter et puis de passer par-dessus, donc tu peux pas l'enfermer en fait, c'est très risqué de faire un edge, de faire un hard edge, de faire un prise à 2 sur lui, prise à 2 soft ou même prise à 2 agressive, parce qu'en fait tu vas débloquer le passing, et si tu commences à faire ça, d'ailleurs tu restes à 2, il y a le pick and pop de Turner qui va être libre, ou alors tu as le pick and roll, le roll au panier de Turner, sachant que ça fait des 2 contre 1 sur Haliburton, tu vas te mettre à impliquer Siakam, et Siakam il a aussi l'aspect de passing, l'aspect de short roll, donc en fait le switch, pour l'instant le switch prend cher, mais tu vois, en termes de stratégie, je me dis c'est pas forcément la moins bonne stratégie, enfin c'est peut-être la moins pire en fait, c'est peut-être la moins pire, et là ils prennent cher en termes de shot making, en termes de réussite, mais il y aura peut-être aussi des matchs où les Pacers et Haliburton vont pas arriver à punir les 1 contre 1. Alors peut-être que non, parce qu'Haliburton ça reste un mec très très bon sur isolation. Depuis toujours, d'ailleurs, j'ai ressorti un de mes tweets, là. Je suis retombé là-dessus il y a 2-3 ans, je crois, en 2022, 2021, je sais plus, où il menait la NBA en points sur isolation, même à l'époque de Sacramento, où à l'époque il avait un faible volume. Donc en fait, il a toujours été bon là-dessus. C'est juste qu'il a jamais eu un gros volume, et d'ailleurs, c'était ça qui était un peu frustrant. Mais voilà, donc peut-être que si, peut-être qu'il va passer toute la série à te punir, et tu diras, bon, ok, tant pis, il nous a battus. Mais je pense que l'idée du Switch, c'est de se dire, c'est le moins pire, quoi. On préfère vivre et donc mourir aussi avec ça, plus que se mettre à sortir sur lui, sur les pick and roll, et t'es mort, quoi. Et puis aussi un autre truc qu'ils font bien, sachant que les Cavs vont switcher, peut-être vous avez remarqué, mais l'aspect de combien de fois est-ce qu'ils font des comment on appelle ça, des écrans de médiane, des écrans dans leur propre camp, et en fait ce qui permet à Haliburton d'arriver totalement lancé. Il arrive lancé sur le terrain, quoi. Il arrive lancé sur le demi-terrain, je veux dire, pardon, avec déjà un switch, déjà un mismatch, et il arrive à pleine vitesse, il y a plein d'espace dans le dos, et puis etc. Donc ça c'est aussi une partie importante de l'attaque des Pacers, quoi, l'espèce de semi-transition, early offense, et les écrans posés très haut, ligne médiane, etc. Donc pourquoi je parle de ça aussi, tu te mets à faire des 2 contre 1, l'écran tu le poses très très haut, qu'est-ce que tu fais, l'écran posé très haut, alors pas forcément en ligne médiane, mais pas loin, est-ce que tu prends le risque de faire une prise à 2 très loin du panier, sachant qu'il y aura encore plus d'espace derrière pour l'attaquer, et pour que les Pacers attaquent ce surnombre, est-ce que tu te dis non, on est loin du panier en switch, mais là du coup t'as perdu, quoi, enfin Indiana obtient le switch, et tu fais pas le 2 contre 1 que tu voulais faire, pardon, donc ouais. Est-ce qu'il faudrait pas pour les Cavs faire des stunts agressifs ? Oui, donc un peu utiliser des mecs out of ball, des autres que le 2 contre 2 du pick and roll, des rotations off ball, des bouchées l'espace. On peut, mais le problème c'est le spacing, quoi. Et tu vois, autant sur la série contre OKC, il y a ce côté, on se pose la question de les role players d'OKC, pourront-ils punir ces dézonages et ces mecs off ball qui se resserrent dans la raquette ? Est-ce qu'OKC a les shooters pour ça ? Point d'interrogation. Le côté Pacers, peut-être c'est risqué, parce que les mecs ils veulent que ça, quoi. Les mecs ils veulent que des shoots à 3 points, que des catch and shoot, et c'est pas du tout une équipe qui va se reposer sur le drive ou sur des. Non, eux les mecs, Naismith, Nembhard, Turner, même Siakam, Obi Toppin, tu leur donnes des catch and shoot pour battre tes stunts, tu leur donnes de l'espace parce que leur défenseur a dézonné, ils vont être contents, donc ça reste un peu risqué, quoi, pour le coup. Je ne sais pas, je sais pas, c'est compliqué, mais tout part du fait que il y a ce spacing, quoi. Siakam, il shoot bien, mais il est pas élite de loin, c'est peut-être un choix acceptable. Ouais, c'est peut-être le moins bon shooter, mais il fait un très, très bon match 1 d'ailleurs là-dessus sur le shoot. Mais ouais.
Exactement, on a Flo qui répond pourquoi il y a un switch. Parce que le décalage face aux Pacers égale suicide collectif vu la vitesse de mouvement du ballon. C'est un peu l'idée, ouais, c'est un peu l'idée. Haliburton qui drive jusqu'au panier au lieu de toujours s'arrêter au milieu, ça change tout. Tu fais référence à quelqu'un d'autre ou pas? À d'autres joueurs? Peut-être un mec à Boston, peut-être... je ne sais pas, peut-être Edward aussi, on va en parler. Mais ouais. Les Pacers sont à 37% à 3 points sur la saison. S'ils n'ont pas cette réussite sur les 2 matchs, ils peuvent être à 0-2. Je sais pas, parce que tu vois, ils sont à 37% sur l'année, mais c'est pas... Enfin, là, si tu leur donnes que des tirs ouverts comme pour l'instant sur la série, peut-être que la proba de réussite, elle est pas attendue à 37, quoi. Je sais pas, mais bref. Je pense que les gens se rendent pas compte de l'enfer qu'est de défendre face à Indy. Ouais, exactement. Autant de mouvements, de skip pass et de course, c'est juste horrible. Et c'est les seuls à autant appuyer sur ce bouton. Ouais, on a parlé l'été dernier. On parlait de cet aspect, d'à quel point c'est une attaque qui pourrait pas être un peu révolutionnaire ou vue comme ça dans quelques années, parce que c'est un peu les seuls à mettre autant de mouvements, à mettre autant de rythme en fait. Et bon, ça passe aussi par une superstar qui accepte de faire ça et qui va pas réclamer ses tickets shoot et ralentir le jeu. Mais ouais, non, mais c'est une anomalie. Donc ouais, moi je suis d'accord. Et bon, alors rapidement aussi, on n'a pas parlé encore, mais l'attaque des Cavs. Bon, ce qu'il faut noter aussi, parlons un peu de variance. Vous avez vu peut-être. Ce qui est bien, c'est ça. C'est les lancers francs. Mitchell a été génial là-dessus pour attaquer du Turner, pour attaquer des petits, aller au panier. Donc ça, c'est très cool. C'est le bon point. Le mauvais point, c'est les 3 points qui sont toujours pas rentrés. Voilà, on est encore à 28% à 3 points. Je crois qu'on était à 25, non? Match 1, un truc comme ça. Donc d'un côté, t'as Indiana qui met tous ses tirs à 3 points ou pas loin, hein, 51% et 40% à 3 points, donc tant mieux pour eux. Et de l'autre côté, pour l'instant, t'as aussi les Cavs en sous-chauffe, quoi. Donc, en un sens, tu peux voir le verre à moitié plein en te disant, bon, les Cavs sont aussi un spacing d'élite quand ils veulent, ils ont des bons shooters, donc c'est peut-être pas inquiétant. C'est pas inquiétant, sauf que t'es déjà à 2-0. C'est ça le problème, c'est que t'es déjà à 2-0. Donc au final, tu vois, s'ils étaient à 1 partout, en sauvant un peu ce match 2, etc., tu pourrais dire, bon, c'est pas la cata. Là, tu peux dire, ouais, mais ça va revenir, ça va se normaliser, on va faire une ou deux perfs quand même. Le 3 points va revenir, oui, mais est-ce que tu auras le temps? Est-ce que tu auras le temps? Enfin, voilà, c'est un peu compliqué, mais ouais. Bref, donc ça, c'est l'aspect du shoot dont on peut parler. Ce qui a été fait, côté Cavs, c'est dès le début un peu des zoom action, zoom Z-O-O-M, donc un peu un écran, un jeu de main à main pour des shooters en sortie d'écran, pour des Mitchell, aussi pour des Sam Merrill, pour des mecs comme ça. Pourquoi en fait? Pour attaquer le positionnement de Miles Turner. Voilà, clairement Turner il veut pas trop step up loin du panier, ou s'il le fait, ça veut dire qu'il y aura de l'espace dans le dos pour un Jarrett Allen pour rouler. Donc l'accent a été mis là-dessus, sur des zoom action, sur des sorties d'écran, etc. pour te forcer sur la sortie d'écran à monter. Ou alors si tu montes pas, t'as un 3 points ouvert. Je crois que Sam Merrill notamment, je peux vous montrer un exemple vite fait, mais je crois que son premier panier il vient un peu là-dessus. Il est où Sam Merrill? Il est là. Hop, un 3 points sur un stagger action ou sur une zoom, voilà, zoom action. Donc regardez, je mets en plein écran. Un jeu de main à main, ici Jarrett Allen, Max Strus qui pose un écran, Sam Merrill qui prend les deux. Voilà, et en fait on vient tester un peu le positionnement de Miles Turner. Là en l'occurrence, regardez ce qu'il fait. Il va suivre Jarrett Allen qui plonge au panier, donc il monte pas, et donc Sam Merrill dans un fauteuil pour le 3 points. Donc ça a été fait, et je trouve que globalement, le plan de jeu a été plutôt pas mal, hein, côté Cavs, et on s'est bien concentré. J'insiste parce que on va en parler pour l'autre match, ça n'a pas été le cas, mais l'aspect de cibler les maillons faibles de l'équipe d'en face, donc les Cavs qui vont cibler les maillons faibles de l'équipe des Pacers, ça a été bien fait. Ça a été bien fait à la fois, donc d'ailleurs on le voit à l'écran là, Thomas Bryant qui a joué, qui est le backup pivot. Bon lui il s'est fait cibler dès qu'il était sur le terrain par Mitchell en tant qu'isolation, sur des pick and roll, sur des actions, sur plein d'actions possibles et imaginables. Là en plus on est sur une action en transition, il se retrouve sur Mitchell, il est pas censé mais c'est un peu une erreur. Voilà, action facile. Swing, extra pass et 3 points. Voilà, mais donc ça c'est premièrement Thomas Bryant, évidemment l'autre c'est Turner qui a été beaucoup ciblé. On va essayer de se remettre Mitchell, les actions de Mitchell. Donc Turner qui a été ciblé sur des sorties d'écran, on l'a dit, sur des jeux de main à main, mais aussi donc sur des pick and roll de manière plus frontale, on va dire. Et c'est vrai que on a vu clairement. Alors je vais quand même voir la stat, la fréquence au panier des Cavs, où elle est pas mal, je crois. Ah non, elle est pas si. Ah oui, d'accord, elle est pas si grande que ça, mais parce que y a aussi les lancers francs peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que les Cavs sont plutôt pas mal allés au panier. Ah voilà, c'est là.
43% de leurs tirs ont été pris au panier. C'est dans le 99e centile. Voilà. Les Cavs ont dominé au panier. Les Cavs ont réussi à aller au panier beaucoup avec Mitchell, avec des actions où on a amené loin du panier Turner, et en deuxième rideau, il reste plus personne, hein, pour le coup. Siakam, c'est pas top. Vous avez vu aussi sans doute les dunks un peu féroces les highlights avec Mitchell qui fait des dunks au panier, donc évidemment. Mais voilà, l'aspect qui était important sur ce match, c'est on va au panier, et c'est bien parce que les Pacers n'ont pas cette protection de panier. Donc ça, c'est un truc qui a été bien fait. Les pick and roll, donc je reprends le fil. Thomas Bryant, maillon faible, ciblé dès qu'il était sur le terrain. Turner aussi. Voilà, on le voit à l'écran d'ailleurs. Pas mal de double écran ont été faits sur ce match-là. Donc des double drag avec 2 poseurs d'écran. Un Jarrett Allen, un Dean Wade, ou alors ça pouvait être Ty Jerome, ça pouvait être Max Strus. Le but, c'est de mettre, vous voyez qui est-ce qu'on met? On met dans l'action à la fois Turner, à la fois Liberton. Et un peu ce côté, il y en a un qui va rouler au panier, l'attaquant il va rouler au panier, et un autre qui fait le pick and pop. Bref, un peu ce genre de truc. Beaucoup de doubles piqués dans les 2 écrans. Voilà, regardez, je fais pause, la raquette elle est libérée. Parce que tu emmènes Turner loin du panier. Et puis l'autre aspect, c'est aussi notre ami à Liberton. L'autre maillon faible qui a été ciblé encore pour le coup, avec pas mal de réussite, notamment parce que on a fait des pick and roll entre petits, hein, avec Max Strus, avec Sam Merrill, et que les Cavs ont réussi à générer pas mal de tirs ouverts à partir de ça. Soit ça switchait et Mitchell pouvait attaquer en 1 contre 1 à Liberton, notamment à la fin de match, ça commençait à switcher. Je sais pas si on peut retrouver des extraits de fin de match. Non, c'est pas là. On va se mettre par là. Donc soit switch et donc il attaque le 1 contre 1, soit juste on le fait switcher une première fois sur Mitchell et ensuite on attaque sur pick and roll, et donc à Liberton en premier rideau qui doit traverser l'écran, c'est pas top. Soit sinon, sur les pick and roll entre petits, à Liberton ne switchez pas. Là oui, encore une fois, hein. Vous voyez à l'image, je décris pour ceux qui sont en audio, mais encore une fois, un double écran, les bigs qui sont mis loin du panier et Mitchell qui va au panier. Regardez, il n'y a personne sous le panier. Donc voilà, cette pression au panier qui a été mise en libérant l'espace. Mais ouais, donc quand Liberton ne voulait pas switcher, ça pouvait faire un décalage pour Mitchell, qui peut contourner à Liberton et aller au panier un peu plus librement, parce que l'autre défenseur était pris dans l'écran. Ça pouvait libérer le pick and pop pour Sam Merrill, pour Max Strus, qui a été très bien fait. Des pick and roll aussi avec Okoro, on le voit ici par exemple, qui était très bon aussi sur le short roll. Isaac Okoro, qui a moins de shoot que les autres, évidemment, Okoro, mais je crois on va essayer d'en mettre une. Là, je crois qu'il y a une très belle passe sur short roll pour Jarrett Allen, notamment. Hop, si on peut se la mettre. Voilà, le pick and roll, on implique à Liberton. Voilà, ça switch pas. On a 2 contre 1 sur Mitchell qui libère la balle. Hop, on la donne, pocket pass pour Okoro, qui libère sous le panier pour Jarrett Allen, une fois que l'aide a été aspirée. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on veut. Donc ça, pour le coup, je pense que si vous êtes les Cavs ou fans des Cavs, vous pouvez être assez content de l'attaque en soi, des tirs qu'elle a générés. Le seul problème, entre guillemets, c'est que, au-delà de la fin de match, mais c'est que les 3 points ne sont pas rentrés. Et que notamment des Max Strus, des Sam Merrill ou des mecs comme ça, il n'y a pas eu tant que ça de réussite à 3 points sur ces actions générées en ciblant Liberton, en ciblant Turner, etc. Mais voilà, on peut s'attendre à plus, en tout cas. On peut s'attendre à plus. J'espère que le retour de Hunter, de Garland va faire du bien un peu là-dessus. Mais bref, voilà un peu la manière d'attaquer des Cavs sur ce match-là qui, je pense que s'il y a un truc à retenir, ne retenez que ça. Le plan de jeu, c'est cibler les maillons faibles, ça a été très bien fait. Et également, mettre de la pression au panier, ça a été très bien fait aussi, alors que les Cavs sont pas nécessairement une attaque qui va tout le temps à ce point au panier, mais contre les Pacers qui sont fragiles, on a réussi à éloigner les bigs et ensuite on peut aller au panier. Donc voilà, c'était quand même très cool. Ah oui, le dernier point aussi. Dernier point, on a un peu match 2 comme le match 1, c'est-à-dire que Ty Jerome, ah oui, effectivement, j'avais pas vu les stats, j'avais pas vu le box score encore. Moi, j'étais juste resté sur mon impression visuelle d'avoir vu le match. Ty Jerome 1 sur 14 au niveau du tir, 2 points et même pas trop d'assists, je crois, 3 assists, ouais. Ty Jerome, pas bon face au drop. Ty Jerome pas bon face au drop. Il y a une ou deux fois, on sait pas pourquoi Turner commençait à monter plus haut sur les écrans et ça a pu libérer un peu la pocket pass et une passe en short roll ou un roll directement au panier pour Jarrett Allen, ok. Mais globalement, on est sur une série où en fait Ty Jerome face au drop de Miles Turner, il s'en sort pas quoi. Mais après c'est un peu, est-ce qu'on peut être étonné? Peut-être un peu étonné, peut-être un peu déçu parce que c'est pas son niveau normal de saison. En saison, il a quand même fait mieux que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que
on parle pas d'une star, quoi. On parle d'un role-player, un role-player à haute variance en plus, on le connaît, hein, c'est, je veux dire, s'il a eu des coups de chaud phénoménaux, mais qu'il est resté 6ème homme, ou en tout cas à 20 minutes par match, c'est que les coups de chaud n'étaient pas à chaque match, hein, pour le coup. Donc je pense que c'est intrinsèquement un joueur à forte variance, aussi parce que la qualité de ses tirs, elle est pas nécessairement géniale. Et donc, notamment sur du drop, il y a un truc qu'il a pas trop, même s'il en tente un peu, c'est des pull-ups à 3 points, pour punir le drop ou le défenseur un peu bas, ça marche pas trop. Et les flotteurs, ils sont pas toujours de bonne qualité. Donc voilà, il y a un peu le côté où vous prenez la saison régulière, vous tombez sur un top match de Ty Jerome, vous allez voir des oh mince, il met des flotteurs un peu n'importe comment avec son toucher de balle. D'accord, d'ailleurs, là on voit à l'écran le seul qu'il a mis sur ce match-là. Ok, effectivement, le flotteur, ok, il le met, il y a le toucher de balle, il y a la précision, hein, mais il est en total déséquilibre, il y a le protecteur de panier encore devant lui, etc. Donc, ouais, pour l'instant, j'en parle parce que, précisément, on parle pas d'un simple joueur de banc. On parle pas de un mec qui est juste un peu comme en saison régulière, le Factor X, ou comment dire, le mec qui sort du banc, le score à micro-ondes. Non, là, dans les faits, comme il n'y a pas Garland, il a un peu été obligé de monter en grade en termes de création. Et donc, de joueurs un peu à la marge, un peu création tertiaire, on est passé à t'es le deuxième moteur d'attaque de ces Cavs. Et comme ça marche pas, ça pénalise quand même beaucoup les Cavs, je trouve. Là, vous voyez, en plus, hein, quand Miles Turner contre les drops, il n'arrive pas à faire le flotteur, il n'arrive pas à punir. Et là, quand ça switch avec Obi Toppin, il peut pas punir non plus sur isolation. Donc ouais, pour l'instant, pas top série. Après, là, on peut s'attendre peut-être, vu que c'est un joueur à grande variance et de grands écarts de performance, peut-être on peut s'attendre à beaucoup mieux il va nous sortir un match, je pense, sur la série où il va être bon, 24 points pour Ty Jerome, un truc comme ça, 24 points, 5 assists, ou voilà. Mais c'est vrai que si Garland revient pas, d'ailleurs je sais pas si vous avez des nouvelles de Garland, c'est quoi l'état de Garland précisément, aidez-moi dans le chat si vous avez un peu l'info, mais ouais, non, en tout cas si Garland revient pas ou revient pas très tôt, inquiétant, je sais pas, mais c'est un peu dommage quoi, d'avoir un Ty Jerome en deuxième option où voilà, il n'y a plus les mêmes standards, il n'y a plus les mêmes attentes entre t'es juste le 4ème, 5ème créateur en sortie de banc, et c'est pas grave s'il y a un match où t'es pas on et t'es off, mais quand t'es la deuxième option en playoff et que t'es déjà mené 2-0, c'est un peu plus problématique. Donc ouais. C'est étonnant de pas gagner un match avec quasiment 50% de fréquence au panier, nous dit Nathan. Ouais, exactement, surtout que fréquence au panier, lancer franc, tir en table, etc. Mais ils étaient en contrôle sur ce match. Donc au final, tu le gagnes pas un peu à cause de la fin de match aussi. Mais ouais, mais c'est aussi ça, tu vois, Nathan, on a un Ty Jerome, la deuxième option offensive, grosso modo, des Cavs qui est en panne totale sur ses tirs, mais même sur la création de décalage, sur la création de jeu. Et pourtant, ouais, les Cavs quasiment s'en sortent, quasiment égalisent, quoi. Donc c'est dire à quel point le reste de l'attaque a été bonne, quoi. Mitchell notamment, tout est passé par lui et ça a été quand même avec de fabuleux résultats contre Turner, contre Liberton, on l'a déjà dit. J'imagine Jokic avec le spacing des Pacers. Ouais, ça pourrait être sympa. Heureusement que le mec est à Denver et qu'il est pas hyper bien entouré. Ouais, mais alors après, bon, on en parlait hier, mais parfois le fait d'avoir des mecs un peu moins de spacing, ça peut être cool parce qu'il cut au panier et que Jokic aime bien libérer des petites passes sous le panier, parfois plus que juste des kick-out à 3 points. Mais effectivement. Plutôt logique, cet accès au cercle avec Mobley out, le spacing était maximisé pour les drives de Mitchell. En partie, oui, en partie. Mais tu vois, même pas forcément parce que en fait, Turner, qui est le protecteur de panier principal, en fait, il est sur Jarrett Allen en défense. Donc il n'y a pas un côté où genre sur le match il a été trimballé sur Dean Wade, sur Max Strus, sur des mecs comme ça qui apportent le spacing. Non, c'est le fait que Jarrett Allen posait des écrans, il posait des écrans au haut du panier. Donc oui, il y a un aspect où quand tu fais jouer Dean Wade, structurellement tu peux t'attendre à un peu plus de spacing, il va être un peu plus respecté peut-être que Mobley. Mais c'est pas que le spacing en soi, c'est pas que l'absence de Mobley, je pense. Parce que tu vois, juste tu fais poser un écran à Jarrett Allen, t'éloignes du panier notre ami Turner, quoi. Donc voilà. Très bien. Sur ce match, d'autres choses à dire ou pas sinon vous me dites, on passe au match d'après. Sur ces attaques avec beaucoup de mouvements comme les Pacers, on peut rapprocher la philosophie de Memphis Jenkins et celle de Utah. C'est pas pareil parce que Memphis c'est surtout l'attaque en cercle, des cuts bien organisés, des concepts, des notions un peu générales de quand j'attaque de ce côté, toi tu ressors de l'autre côté, etc. Donc en fait c'est plus une question de coordination, je trouve, sur demi-terrain. Le Jazz, pour moi, le Jazz, c'est beaucoup de systèmes très scriptés. Donc en fait, c'est le play call et les systèmes qui sont magnifiques avec une action par-ci, une action par-là, mais c'est un peu scripté. Avec les Pacers, ce que je trouve un peu inédit, c'est le rythme en fait. C'est pas que
les systèmes bien dessinés, et c'est pas que les notions de quand je cut là, toi tu ressors de ce côté, et l'aspect coordination, il y a aussi la vitesse, il y a aussi l'exécution, et il y a aussi le rythme qui est donné sur demi-terrain, quoi. Donc je pense que ça rajoute aussi un truc en plus par rapport à ça. Mais voilà. Tu as vu à combien les chances pour les Cavs de remporter la série? Je pense qu'on a parfois toujours un peu tendance à surchauffer, non, je trouve mes mots, pardon. Surréagir, pardon. Souvenez-vous, l'an passé, Denver qui est mené 2-0, bon, ils reviennent. Mais après, je t'avoue que ça aide pas d'être 2-0, quoi. Ça aide pas, évidemment. Et l'autre aspect, c'est les blessures. Ça, je suis pas trop au courant de combien de temps les mecs vont louper. Je pense quand même qu'il faut pas être défaitiste. Il y a quand même les moyens. Je pense quand même que les Cavs ont largement les moyens. Et que en plus, tu rajoutes à ça le fait que, sans doute, enfin en tout cas peut-être, sans doute, les Pacers n'auront pas autant de réussite sur les matchs d'après. En tout cas, pas sur tous les matchs d'après. On peut se dire ça. Mais ouais, t'es un peu dos au mur. Ouais, c'est un peu ça. T'es un peu dos au mur, donc ouais. Obi Toppin qui reçoit des passes d'Ali Burton et Jokic, je pense qu'ils en font un All-Star. Ouais, mais il y a plein de joueurs comme ça, tu te dis, si ça joue à côté de Jokic, ça peut être cool. Mais bref, voici pour ce match. Indiana qui survit malgré ses pertes de balles, malgré moins de réussite sur l'un contre un, malgré plein de choses, mais parce que la fin de match est complètement folle. Et passons à l'autre match, donc les Golden State Warriors qui gagnent le match 1 contre les Minnesota Timberwolves, match 1 à Minnesota, donc ils reprennent l'avantage du terrain, 99-88, voilà, match 1. Et l'événement majeur de ce match, c'est évidemment la blessure de Curry. Curry qui est sorti au bout de 12 minutes, hein, je crois. Enfin, il a joué que 12 minutes en tout cas. Il a joué 12 minutes, alors attendez. Hop, voilà. On m'entend toujours, oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc oui, ce match, Warriors contre Minnesota. Je pense que on a vu une équipe des Pacers. Leur super pouvoir, c'est qu'en face, les mecs se blessent. Tu ne sais pas pourquoi, hein, tout le monde se blesse contre les Pacers en playoff. Bon, c'est comme ça. L'autre côté, l'autre match, il y a une autre équipe qui a un super pouvoir, c'est les Warriors. Et je ne sais pas pourquoi, leur super pouvoir, c'est que l'équipe d'en face ne va pas cibler les maillons faibles des Warriors. Ça, c'est quand même assez magique. Je commence par là, mais je comprends pas. Je comprends pas. Bon, la série contre les Rockets sont pas tant que ça ciblés des mecs comme un mec comme Curry notamment. Tu dis bon, ok. Et là, contre les Wolves, un Buddy Hield notamment n'a pas été ciblé, même pas tant que ça, même quasiment pas du tout. Et donc, Buddy Hield peut être sur le terrain, il peut te sauver le match, quoi. Donc globalement, je peux vous décrire un peu. Donc Curry a mis 13 points, mais avant de sortir, 13 points en 12 minutes d'ailleurs. Bref, Butler a reçu pas mal de responsabilités après ça, évidemment, mais il a mis que 20 points pour le coup. Donc voilà, Draymond, énorme match défensif. Et Buddy Hield, donc 24 points de Buddy Hield, 7 sur 19 et 40 minutes de jeu. Pour moi, on commence par là, il faut commencer par là, c'est une anomalie. C'est pas normal. C'est pas normal que Buddy Hield joue 40 minutes et c'est pas normal que tu l'autorises à être sur le terrain sans qu'il handicape la défense de l'autre côté. C'est pas normal, quoi. Parce que imaginons que si les Wolves avaient correctement ciblé Buddy Hield, soit il aurait pas pu être sur le terrain, il aurait pas pu jouer, soit sinon, en le ciblant à chaque possession, les points qu'il te rapportait en attaque, il te les coûtait en défense. Donc ton attaque des Wolves aurait été facilitée. Là, je sais pas. Donc, je sais pas s'il y a un pouvoir magique. Je sais pas s'il y a un pouvoir de dissuasion qui fait que personne va attaquer les maillons faibles des Warriors, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Parce qu'en plus, moi, j'ai fait la preview. J'ai sorti la preview, d'ailleurs ce matin en podcast. Pour aller l'écouter. Elle est encore d'actualité. Même si on a passé du temps sur Stephen Curry. Non, mais il y a un point qui était central pour moi, c'est justement ça. C'est qu'on avait des Wolves qui sortaient d'une série de playoffs où en fait, ils avaient puni encore Luka Doncic et Austin Reeves, même un peu LeBron James. Donc il y avait un peu l'aspect chasse au mismatch qui leur avait manqué en playoffs 2024. Ils n'avaient pas assez puni Doncic sur la série de playoffs de 2024. Et on se disait, c'est un peu dommage. Et là, premier tour, tu te dis, cool, ça y est, ils ont compris, ils vont cibler les maillons faibles, et c'est la source d'attaque principale. Ok, génial. Et là, on arrive là, et tu match 1 contre les Warriors, enseignement qu'on peut tirer, qu'on peut voir de ce début de match, et de ce match 1 pour la suite de la série, c'est que là, non. Là, on n'a pas du tout Edwards qui a ciblé du Buddy Hield. Et même, en fait, plus que ça,
c'est même assez dingue. C'est-à-dire que on a Buddy Hield qui de base était le match-up principal sur Edwards. Moi, dans ma preview, je disais non, alors qui on met où, etc. Quel match-up, tel match-up face à tel match-up, etc. D'ailleurs, parlons un peu des match-up. En fait, vu qu'ils ont commencé avec Butler et Draymond en raquette, entre guillemets, donc pas d'autres gros, pas de Quinton Post, pas de Guy Santos, pas de Kevon Looney, etc. etc. Mais au final, on a Butler qui il a fait le coup classique, c'est-à-dire c'est pas Draymond sur Gobert, c'est Draymond sur le poste 4, donc en l'occurrence Randle, je crois. Attendez, je regarde ma fiche, ouais, c'est ça. Et Butler qui prend le pivot. Ça, c'est un classique, on l'a déjà vu plusieurs fois cette saison. C'était contre Milwaukee, il était sur Brook Lopez, et contre je sais pas qui. Enfin bref, on le voit assez régulièrement. Butler sur le pivot, et en fait, ça switch assez facilement. Donc, ok. Mais ce qui fait qu'en fait, on n'a pas pu avoir Butler du tout. On n'a pas pu avoir Butler sur Anthony Edwards. Ce qui me paraissait un peu le match-up un peu évident. Et là, non, regardez, début de match, en fait, on a Buddy Hield non seulement qui est titulaire, mais qui en plus est sur Edwards. Et là, pour moi c'est pas normal. C'est pas normal que la première fois où... Alors attendez, je vais vérifier sur la fiche. C'est ça. Première fois que Anthony Edwards va cibler Buddy Hield, c'est fin de première mi-temps. Il reste 1 minute à jouer dans le deuxième quart-temps. Et en plus, c'est même pas genre je vais t'attaquer frontalement, c'est ah tiens, je vais aller le chercher sur un switch. Ça veut dire qu'il y a plein de séquences en début de match, d'ailleurs vous le voyez là, vous le voyez où Edwards est défendu par Buddy Hield et il n'en fait rien. Et ça c'est pas normal. J'insiste beaucoup, mais tu peux, en fait, tout part de là sur ce match-là. Tout part du fait que tu ne punis pas assez, voire même pas du tout, un Buddy Hield ou des mecs comme ça. Même Stephen Curry n'a pas tant que ça été ciblé. Mais surtout Buddy Hield, quoi. Et surtout quand Curry se blesse et que donc Buddy Hield, son importance va être relevée en termes de création offensive, en termes de shoot, en termes de tout en fait. Et tu l'autorises à rester sur le terrain. Donc ça, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé le play calling. Je sais pas si c'est juste le play calling, je sais pas si c'est juste en termes de coaching, hein, je veux dire, je sais pas si c'est juste aussi Edwards qui a pas attaqué, mais par exemple, on commence le match où Edwards fait des pick and roll avec des gros. Et tu te dis, mais pourquoi tu fais ça en fait ? Pourquoi tu fais un pick and roll avec Gobert ? Pourquoi tu fais un pick and roll avec Randle ? Et donc pourquoi tu vas devoir affronter, moi je sais pas, soit un Butler qui va switcher sur toi, soit un Draymond qui va monter sur toi ? Pourquoi est-ce que tu fais ça alors que littéralement tu as Buddy Hield sur toi ? T'as pas besoin d'écran, t'as pas besoin d'aller affronter Draymond, juste tout le monde dégage et j'attaque Buddy Hield quand Buddy Hield est sur toi. Enfin, c'est quand même un cadeau exceptionnel que te font les Warriors et tu n'en profites pas. Et donc, du coup, on l'a dit, Buddy Hield, 40 minutes sur le match, il met des points, il met plein de points. Dans un match défensif, il te met 24 points. C'est ce qui fait la différence. Il fait la création offensive. Bref, tout part de là pour moi. Tout part de là et c'est pas normal. Et ça, j'insiste parce que je pense que s'il y a un ajustement assez évident sur la suite de la série, c'est ça. C'est de dire mais non mais ça on peut pas se le permettre. On peut pas se permettre. Ce que j'ai trouvé sympa c'est un peu plus Randle à qui on a cherché à donner Podziemski en poste bas, poste haut, ce genre d'action. Donc Randle qui peut punir les mismatchs, hein, lui aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié encore, je sais pas, mais donc ça a été un peu fait, ça a été un peu plus fait deuxième mi-temps. Mais globalement, si on doit donner une note, on doit être sur du, je sais pas moi, 6 sur 20 quoi. 6 sur 20, 7 sur 20 sur ce match-là, sur les Wolves qui vont cibler Buddy et qui vont cibler Kevon Looney. J'en ai même pas encore trop parlé pour l'instant, mais pareil, Kevon Looney qui peut se permettre d'être sur le terrain, alors que, bah non en fait, Kevon Looney pour moi c'est de l'or en barre pour Edwards. Dès le moment où Kevon Looney est sur le terrain, alors hormis des séquences en zone, mais il n'y a pas eu que des séquences en zone avec Looney, bon bah dès que Kevon Looney est sur le terrain, t'es censé l'attaquer. C'est du pain béni pour Edwards, parce que soit Looney va essayer de se protéger en montant sur les écrans, donc 2 contre 1, et donc là ça peut déclencher short roll, passing, etc. Soit il va rester bas, et Edwards peut le punir avec le drive, quoi. Donc là encore, je commence par Buddy Hield, parce qu'il a été important en attaque, donc voilà, mais pareil pour Kevon Looney. Je trouve que ce match-là se résume beaucoup, pour moi, en dehors du shotmaking, en dehors du fait qu'ils n'ont pas mis les tirs, en dehors du fait qu'ils ont fait des turnovers, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, ça peut arriver. Ça, c'est pas normal, c'est pas bien, mais ça peut arriver. Bon, 17% à 3 points, encore une fois. Bon, ils n'ont pas mis leurs 3 points, ok, c'est un problème. Mais ça peut arriver. Ils n'ont pas que des top shooters. D'ailleurs, la fréquence à 3 points n'est pas bonne aussi, parce qu'on a vu que les mecs refusaient les tirs parfois. Donc voilà, ils n'ont pas mis leurs 3 points. Ils ont fait des pertes de balles. Là encore, 17% de turnover percentage dans le 16e centile. Donc très très bas comme performance. À peine mieux que 16% de tous les autres matchs NBA de cette saison. C'est pas bon.
Et donc, voilà, ça au passage, parenthèse, on avait dit que c'était un point clé de la série aussi, à quel point les Wolves vont perdre des ballons, parce qu'en face, c'est une très très bonne défense pour créer des turnovers, donc bataille de ce point de vue-là, entre turnover, qui va s'en sortir, entre les Wolves qui font des pertes de balles et les Warriors qui en créent beaucoup, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, tu mets pas tes 3 points, tu perds des balles, j'ai envie de dire, c'est un peu dans le flow du jeu, en tout cas c'est de la performance, on va dire, c'est des joueurs en forme ou pas en forme, c'est des tirs qui rentrent ou qui rentrent pas. Mais là, pour moi, plus important, plus inquiétant, plus primordial, le coaching ou le play calling, de ne pas avoir annoncé des systèmes, de ne pas avoir ciblé encore et encore des maillons faibles. Bref, vous avez compris, je vais arrêter d'insister. Finch a critiqué Edwards, nous dit Kiko. Finch a critiqué Edwards en conf de presse. Par rapport à quoi, Kiko? Par rapport à ça? Par rapport au fait qu'il cible pas assez des mismatchs? Je ne sais pas, tu me dis. Exactement, ouais. Ils avaient puni tout le monde sauf Hachimura, même Hachimura pardon, sur la série contre les Lakers. Ouais, exactement. Butler a bien ciblé Naz Reid, surtout en fin de match. Ouais, alors ça c'est l'autre côté du terrain, ouais, exactement. C'est fou d'imaginer les Warriors dont les séries sont aussi défensives. Est-ce que c'est fou? Je sais pas. C'est quand même une équipe assez défensive. Hein. Alors que Dame Zhao est par là. Salut Dame Zhao, fan des Warriors. J'ai enfin pu me débarrasser de mes collègues. Bonjour à tous. Tu viens exprès pour écouter la victoire des Warriors. Donc bref, voilà. Après, en effet, deuxième mi-temps, c'est un peu plus venu. Mais vous voyez, il y a un truc totalement débile. C'est que donc Buddy commence sur Edwards. Edwards ne l'attaque pas. À part donc première fois, fin de première mi-temps. Et donc, Curry est blessé. Qu'est-ce qui se passe début de deuxième mi-temps? En fait, c'est Gary Payton qui joue. Et donc, Gary Payton est sur Edwards. Donc, en fait, il n'y a même pas le côté ajustement à la mi-temps. On se dit, attends. Il y a Buddy sur Anthony Edwards. Donc, allez, on va faire tel système. On va cibler Buddy. En fait, non, tu reviens des vestiaires et là, d'un coup, t'as un mince. Bah, du coup, j'ai Gary Payton sur moi. J'ai plus du tout Buddy Hill. Donc, c'était un peu dommage. Après, voilà, ils ont quand même réussi à le faire un peu plus sur le reste du match. En tout cas, ils ont essayé. Mais 2 points clés. Déjà, 2 points clés. Comment se comportent les Warriors sur les pick and roll avec un gros, on va dire, sur Edwards. On est sur des edges pour l'instant, à la fois avec Kevon Looney, mais surtout avec Draymond Green aussi. Donc les mecs vont monter au niveau de l'écran. Et pour l'instant, il y a ce pari qui est fait. On se posait la question en preview, mais pour l'instant, il y a le pari qui est fait de mettons la pression sur Edwards. Le passing n'est pas parfait. Peut-être qu'il peut sortir la balle, mais peut-être pas, parce que c'est pas un passeur de chapeau 1. Donc mettons la pression, montons très haut, plus le fait également que on va miser sur le mauvais spacing des Wolves en fait. Et d'ailleurs, vous avez vu, ils ont plutôt raison. Ils ont pris très peu de 3 points, ils n'ont pas osé en prendre beaucoup, et en plus ils n'ont pas mis. Donc voilà, le edge et la pression forte sur le ballon et sur Edwards sert à ça. La réflexion, c'est celle-ci, c'est stoppons-le le plus loin du panier possible, on le force à lâcher la balle, en plus, et puis on mise aussi sur le fait qu'il ne va pas arriver à passer par-dessus, en tout cas, pas de manière géniale, et même s'il le fait, il n'y a pas le spacing derrière pour nous punir. Donc voilà. D'ailleurs, cette question du spacing a fait aussi que, malheureusement, Gobert, qui faisait un match défensif absolument monstrueux, il n'a pas pu jouer tant que ça. Parce que voilà, tu as besoin, il ouvre Gobert, 26 minutes pour Gobert. 26 minutes. Alors que c'est 26 minutes d'une qualité incroyable. Hein. Je l'ai tweeté là tout à l'heure, en fin de matinée, mais je vois beaucoup de gens complimenter, féliciter Draymond Green sur match défensif, qui en effet est génial, mais j'ai trouvé le match défensif de Gobert encore plus incroyable. On va le détailler après de l'autre côté du terrain, mais bref. Mais voilà, le besoin de spacing fait que t'as pu avoir que 26 minutes de Gobert parce qu'il fallait aussi faire jouer Naz Reid, quoi. Naz Reid, 33 minutes, qui en plus, Naz Reid était un peu un des seuls. Bon, il apporte du shoot surtout, mais il mettait ses tirs aussi en plus. Il mettait ses 3 points. Drive depuis le périmètre aussi, là vous le voyez à l'écran. Donc ça c'est cool. Voilà, on se posait la question en preview, on a un peu la réponse. Il y a l'impératif pour l'instant de spacing qui fait que Naz Reid, à mon avis, va jouer beaucoup. Naz Reid et Randle vont beaucoup jouer parce qu'il faut que ça respire un peu plus. Finch a dit des banalités, mais le coach qui critique son franchise player, c'est jamais anodin. Ouais, ok. Donc voilà, ça c'est l'aspect de spacing. On espère que ça peut revenir un peu plus, hein, de mettre les tirs, mais voilà, on a aussi affaire, on l'a détaillé déjà en preview et depuis tout le temps, mais les Warriors sont une excellente équipe pour surcharger le terrain. Et donc en fait, je vais aller voir directement la stat, pour apporter des aides. Et donc en effet, les Wolves, à peine 53% d'efficacité au panier. Donc il y a un peu cet aspect où on laisse venir parfois, où soit on arrive à diminuer la fréquence, mais là sur ce match ça n'a pas été le cas.
Mais soit sinon, on a des mecs sous le panier, on a des Butler, on a des Podziemski, même des petits qui font la rotation. J'ai un souvenir de Buddy Hield aussi qui fait la rotation, voire même la pré-rotation très tôt pour bouger l'espace, Draymond Green, etc. Donc en fait, les Warriors sont aussi dominants au panier. Et c'est sans doute accentué, d'autant plus que quand tu fais face à une équipe qui n'a pas trop un top spacing. Donc là, tu peux te permettre encore plus de plus grande largesse schématiquement de dire bah non, on va aider sur les drives, on va empêcher Edwards d'avancer, on va mettre deux mecs sous le panier quand Edwards veut driver, etc. etc. Donc voilà, et puis l'autre aspect sur le manque de spacing, c'est qu'on a vu la fameuse zone 1-3-1 de la part des Warriors également. Hop, je vais un peu laisser des extraits vidéo si ça vous dit. On a vu de la zone 1-3-1, ça doit être par là, je sais plus. Mais dans l'idée de quoi? De garder en fait Draymond proche du panier. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un aspect qui est primordial dans la série, c'est les rebonds offensifs. C'est arrivé d'ailleurs, rebond offensif dès la première possession pour les Wolves. Et on avait expliqué que les Wolves ont un peu cette carte à jouer de plus tu prends de rebonds offensifs, plus tu peux peut-être forcer la main à Steve Kerr d'aligner des gros. Déjà, donc d'aligner des pivots, et donc notamment, pourquoi pas, un Kevon Looney que ensuite tu es censé punir. Si tu forces Steve Kerr à faire jouer Kevon Looney, Kevon Looney, on l'a déjà dit, ça peut être génial pour Edwards pour attaquer. Bon, malheureusement, ils l'ont pas attaqué. Mais voilà, il y a un peu ce côté rebond offensif qui est un élément clé. Là, avec la zone, ça permet un peu de gommer ça, parce que tu gardes en fait Draymond sous le panier. Donc voilà, un peu 1-3-1, il y en a un tout en haut, une ligne de 3 au milieu, et puis un Draymond qui est sous le panier d'un côté ou de l'autre de la raquette, il faut qu'il ressorte un peu de temps en temps. Mais voilà, ça a été fait, alors pas tout le temps, mais la zone 1-3-1 a été ressortie et n'a jamais pu vraiment être punie par rapport au manque de spacing des Wolves en fait. Il y a une fois où finalement Draymond, la première fois qu'il la sorte, première mi-temps, Draymond est sous le panier en position pour faire la protection de panier, très cool, il fait l'action. Et puis la possession d'après, Randle se met dans le corner en mode moi je suis un shooter, je vais me mettre dans le corner pour, pour punir, parce qu'il n'y a personne dans le corner, 1-3-1, le corner est vide forcément. Mais en fait non, il a manqué le tir et voilà, ça c'est aussi à surveiller, à quel point est-ce que les Warriors peuvent carrément se dire en fait, bon, pour l'instant on n'est pas trop punis, ils font pas trop la chasse au mismatch, mais imaginons que les Wolves s'ajustent, ils se disent allez, on part à la chasse au mismatch, Edwards, Randle, on va aller attaquer du Buddy Hield, on va aller attaquer du Podziemski, on va attaquer du Pat Spencer, pardon, des mecs comme ça, d'accord, imaginons que les Wolves le font. Reste encore, à mon avis, la carte de la zone pour les Warriors. Parce que on a vu la série d'avant, les Rockets, pas de spacing, donc tu pouvais te permettre de faire ça. Et les Rockets n'ont pas pu punir, le match 7 notamment, les Rockets n'ont pas pu shooter bien au point de faire sortir nos amis les Warriors de cette zone. Donc il y a encore cette carte à jouer à mon avis. Il faudra plus tenter Gobert plus Reed. Randle, c'est vraiment moyen en attaque et en défense. Je te trouve un peu sévère pour le coup. Je te trouve un peu sévère. J'ai bien aimé moi Randle, notamment un peu sur l'aspect de création. C'est bon, aussi parce que peut-être je suis un peu déçu du match de Edwards de ce point de vue-là. Mais alors attends, je dis ça, mais il faut quand même que je vérifie les stats. J'ai un peu mon impression générale, mais bon, 4 sur 11 au tir, effectivement, c'est pas top. Mais quand même, tu vois, 10 lancers francs. Donc le 4 sur 11 est un peu trompeur. Il est quand même pas mal efficace sur ce match-là. Il fait aussi des passes. Non, moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Randle. Mais après, je te rejoins aussi que les line-up Gobert et Naz Reid sont intéressants. On les a vus en fin de match notamment. C'est assez cool. Gobert d'ailleurs qui fait un énorme match défensif. On a vu aussi d'ailleurs des fois où il faisait un post-up sur Butler ou des trucs comme ça. Donc ouais, et tout est en réussite pour lui. Mais oui, autre élément aussi, peut-être à explorer, vous voyez là. Hop, jeu à 2, Randle avec Edwards, et donc ça va cibler Buddy Hield. Hop, le drive est fait. Mais globalement, il y a aussi ce truc qui a été fait en fin de match, quand on arrivait à faire un spacing avec Naz Reid et Randle, de mettre en mouvement notre ami Edwards, qui est un truc qu'il peut faire, parce que il est aussi pas mal sur des sorties d'écran pour curler au panier, pour qu'il arrive lancé après l'écran, hop, et comme ça je peux aller au panier directement, plutôt que juste balle en main sur un drive. T'arrives lancé sans ballon, c'est plus facile, avec déjà un décalage sur Gary Payton là, par exemple. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que si la défense est en retard, t'as ton shoot ici en mi-distance, mais regardez ce qui se passe aussi, ça perturbe les switches des Warriors. Et donc là on a par exemple le pick and pop, le pop de Naz Reid après l'écran, magnifique passe de Randle au poste haut, et ça fait 3 points. Donc je m'attends un peu à ça pour le coup. Si le pick and roll marche pas trop, si on n'arrive pas trop à faire la chasse au mismatch, un peu frontal, un peu direct de pick and roll, de post-up, etc., il y a toujours un peu cette possibilité de varier un peu plus, de faire des sorties d'écran, de faire des pour Edwards, mais pour d'autres, voilà, des trucs un peu différents. Et je pense que ça peut marcher. Donc on a ça. Et puis dernier point,
offensif, même s'il y en aurait plein d'autres à rajouter, mais il est déjà 13h. Mike Conley, il fait pas un gros match. Vous voyez, un 0 sur 5, 21 minutes, 0 points. Bon, on peut s'en passer de Mike Conley, hein, c'est tout l'intérêt de cette année. Enfin, l'intérêt, il est moins bon, mais c'est pas grave parce qu'il y a DiVincenzo qui a été génial. Excellent team connecteur, enfin génial, non, il n'est pas mis ses tirs, mais qui a été génial partout ailleurs, je veux dire. Le passing, les cuts, la défense, évidemment. Mais à surveiller parce que les Warriors, contrairement aux Lakers, ne font pas un switch all automatique. Donc, ce qui veut dire que on aura probablement, et on l'a vu déjà sur ce match-là, beaucoup plus de pick and roll et de possession avec Mike Conley en créateur. D'ailleurs, là on en voit une. Regardez, hop, on a vu dès la première mi-temps, mais là on est en deuxième. Pick and roll, Conley, c'est pas mal ça. Conley Gobert, pick and roll, on va attaquer Draymond Green qui reste en drop, voilà, et donc ensuite kick out sur Naz Reid qui vient pour le 3 points derrière. Et ça, c'est vrai que contre les Lakers, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça parce que comme ça switchait de manière automatique, tu switches Conley, il peut rien faire sur un contre 1, et Gobert non plus, a priori la majorité du temps, sur un mismatch, il peut pas faire grand chose non plus. Bon, sauf là, je dis ça, et puis à l'écran, on voit la possession où il va au poste bas contre Gobert. Mais ouais, à surveiller ça également, vu qu'on est match 1, on dit tous les trucs à surveiller, mais possiblement une source d'attaque un peu secondaire ou tertiaire, en tout cas les pick and roll de Conley qu'on n'avait pas vu avant et qui vont de nouveau réapparaître. Et vous voyez à quel point aussi c'est utile. C'est justement à cette position que je voulais arriver, c'est que il y a la possibilité, pardon, j'arrive plus à parler. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, j'ai plus de salive. Hop, il y a la possibilité d'utiliser Edwards aussi en poseur d'écran. Et donc là encore, ça change un peu la dynamique des choses. Il est pas obligé d'attaquer balle en main avec de suite dans la raquette. Il y a il y a Draymond, il y a Butler, il y a Gary Payton, il y a des mecs en pré-rotation, etc. qui bougent l'espace. Là, regardez qu'est-ce qui se passe. Il est utilisé en poseur d'écran, un pick and roll à 2 écrans pour Conley, Edwards plus Gobert. Il pose un premier écran, il pop et il attaque dans l'espace. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le genre de possession qui pourrait être cool aussi. Et tout ça est rendu possible. Pourquoi ? Parce que Mike Conley peut peut-être retrouver un peu ce rôle de créateur, ce rôle de initiateur balle en main. Donc voilà, ça peut être cool. Et vous avez vu que quand on arrive à libérer de l'espace, c'est quand même cool. Hein. Même s'il y a Draymond sous le panier, voilà, je m'attendais un peu plus à ça dès le début de match. C'est-à-dire que là, ça switche pas si ça switch, pardon, justement. Gary Payton s'en va de Edwards, il se retrouve avec Pat Cooper, j'ai envie de dire, non, Pat Spencer sur l'action. Il l'attaque directement et dans l'espace, il peut aussi même attaquer le deuxième rideau, il prend la faute sur Draymond et il met le panier. Voilà, ça c'est bien et je m'attendais à ça dès le début de match. Je m'attendais à ça et j'espère voir ça sur le reste de la série. C'est de l'espace et on laisse Edwards opérer balle en main sur des mismatchs, sur des 1 contre 1, beaucoup plus que ça a été le cas match 1. Voilà un peu le topo. La deuxième mi-temps de Edwards est pas mal, je trouve. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis peut-être un peu sévère, mais parce que j'étais tellement déçu de la première, mince, on fait rien, quoi. On punit pas, on fait rien. Mais ouais, comme dit tout à l'heure, ouais, ils ont un peu plus réussi à cibler des maillons faibles en deuxième mi-temps, etc. Donc ouais, la deuxième mi-temps d'Edwards est quand même bien. Et d'ailleurs, il fait quoi au niveau des stats ? J'ai même pas regardé à la fin. Il fait 9 sur 22, 23 points. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même pas mal, mais bon, j'espère un meilleur Edwards. IRM aujourd'hui, au moins un match loupé, vraisemblablement le match 2, ça doit être pour Curry, hein, c'est ça Daim Zhao que tu nous dis ça. Certes, ils ont gagné du spacing sans Gobert, mais j'ai trouvé Reed et Randle décevants en défense. Oui, c'est l'autre aspect. D'ailleurs, on va y arriver en faisant la transition. Parfait, merci pour la passe décisive. On fait la transition de l'autre côté, c'est que, c'est tout le, j'allais dire l'intérêt, non, la problématique. C'est est-ce que je pars sur des line-up offensifs, comme ça a été toute la saison, ça a été fait parfois, le choix de, line-up offensif, quitte à handicaper un peu ma défense, on va dire, parce que quand t'as pas Gobert, c'est pas pareil. Ou est-ce que je reste avec Gobert, mais j'handicape un peu plus mon attaque. Ça a été un peu le dilemme de toute la saison et qu'on voit de nouveau. Mais ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je sais pas si faisons la transition de l'autre côté. Donc ouais, on peut commencer par ça. Match défensif de Gobert exceptionnel. Mais exceptionnel, qui est aussi facilité par le fait que Draymond est souvent sur le terrain, donc en fait ça donne un non-shooter sur le terrain que Gobert peut tout le temps abandonner. Donc déjà il y a un effet de dissuasion au panier qui est génial parce que il s'en fiche de rester sur son mec dans le périmètre, il peut juste l'abandonner et être proche du panier, il peut soit dissuader, soit effacer les tirs. Bref, en fait il était partout sur les switches, sur des écrans. Avec Butler et Draymond qui a été pas mal fait, le pick and roll 4-5, ça switchait automatiquement et sur Butler a rien fait. Hein. Butler face à Gobert, il a pas fait grand chose. Je crois qu'il y a une faute. Il y a une faute qu'il est allé chercher sur un drive, mais les tirs ils sont où les tirs de Butler ?
Hop, ils sont ici. Voilà, on se les met à l'image. Mais ouais, bref. Donc le match défensif de Gobert est assez phénoménal on-ball et off-ball, je trouve. On-ball sur les switches, on-ball sur le pick and roll, et puis off-ball aussi. D'ailleurs, on évacue rapidement parce que ça n'a duré que 10 minutes et puis on va pas le revoir en match 2. Mais en effet, on a la confirmation que contre Stephen Curry, ça va drop. Contre Stephen Curry, pardon, on va rester en drop côté Gobert, ce qui est totalement atypique. En général, on veut pas rester en drop parce que Curry, il a le pull-up à 3 points, donc il peut te punir. Si tu restes bas, lui, il va rester haut et il aura de l'espace en sortie de l'écran pour le pull-up à 3 points. Sauf que, pourquoi est-ce qu'ils font ça les Wolves ? Parce qu'il y a McDaniels, notamment. Et McDaniels arrive à rester accroché assez bien à Curry à travers l'écran, et donc c'est un peu le pari qui est fait. Et j'ai trouvé que, bon, on peut même étendre ça plus que les 10 minutes, mais même à l'ensemble du match. Je trouve qu'au final, on en vient à, entre guillemets, mal parler des Wolves, en tout cas être déçu parce qu'ils ont perdu. Mais leur défense a été, je trouve, assez géniale. Autant l'attaque, je peux leur taper dessus, je leur ai beaucoup tapé dessus, et à mon avis, à raison. Autant la défense, franchement, Warriors 99 points sur le match, le rating par 100 possessions, il est à 105, c'est une perf qui est dans le 25e centile, alors que les mecs shootent à 44% à 3 points. Je répète, les Warriors ont shooté à 44% à 3 points. Donc voilà, les Warriors scorent pas tant que ça, alors qu'ils sont en surchauffe au shoot. Donc en fait, tout le reste du jeu a été génial. Quasiment très peu de lancers francs autorisés. Ça, c'est aussi Gobert, à mon avis, cet aspect-là. Beaucoup de turnovers qui ont été générés par les Wolves défensivement, donc beaucoup de pertes de balles des Warriors. Et puis les tirs aussi. Regardez, les Warriors sont peu allés au panier. Ils ont scoré au panier de manière famélique, 47% à peine. Bref, pour moi, c'est une perf défensive qui est géniale des Wolves. Et si on avait eu le plan de jeu offensif de la deuxième mi-temps dès la première mi-temps, peut-être qu'on aurait pu gagner ce match. Si juste on avait eu des Wolves qui shootaient un peu mieux à 3 points, peut-être qu'ils auraient gagné ce match. Mais voilà, je trouve que ce match 1 est quand même hyper rassurant pour le reste de la série. Parce que voilà, ils sont pas faciles à gérer, ces Warriors. Ils sont élites en défense depuis le début de saison, d'autant plus depuis l'arrivée de Butler. Mais voilà, depuis l'arrivée de Butler, ils avaient une attaque dans le top 10. 8 ou 9, je crois, un truc comme ça. 8 ou 9e offensive rating depuis février. Donc, c'est pas que une équipe défensive, les Warriors. Il y a un peu cette idée-là, parce qu'en playoff, ils ont que des match-ups défensifs, mais parce qu'ils ont affronté peut-être les deux meilleures défenses de NBA. Mais c'est pas rien, c'est pas rien à contenir. Et pourtant, donc, très rassurant, je trouve, côté Wolves, la perf défensive de Gobert et de tout le monde, en fait, de McDaniels aussi, sur Curry, qui a été génial sur les minutes où on l'a vu. Et bref, oui, non, je ferme la parenthèse de Curry, c'est que je trouve que la création de chaos, pour l'instant, elle est pas là. Création de chaos, pas là, tout est relatif, mais en tout cas, on s'en sort pas mal côté Wolves. On s'en sort pas mal sur cet aspect de on reste en drop, pas que sur pick and roll, sur le jeu à deux en général, donc même sur les dribble and off, sur les jeux de main à main, etc. Et ouais, au final, c'est pas mal. Et imaginons, dès le match 2, en attaque, les Wolves ciblent Kevin Looney et ciblent surtout Buddy Hield. S'ils font ça et qu'ils le font bien, peut-être que Buddy Hield ne peut plus autant jouer et donc ne sera pas sur le terrain aussi longtemps, et donc peut-être même qu'ils pourront sortir, les Wolves, des perfs défensives encore plus impressionnantes, parce que là clairement il y a un aspect shot-making aussi, 44% à 3 points pour les Warriors et les 24 points de Buddy Hield qui sortent un peu de nulle part, enfin pas de nulle part, mais ça aide aussi à gagner le match, donc ouais, bref, généralement très très content de cette perf défensive des Wolves. Que dire de plus, bon, après je ne vais pas détailler chaque action pour le coup, en plus il est déjà plus de 13 heures, mais ouais, non, mais plein de manières différentes, on va dire. C'est-à-dire qu'on a par exemple des peel switch aussi, donc des actions un peu off-ball où tiens, attends, il y a un mismatch, toi tu prends lui, moi je prends lui, je me décale. Il y a des Gobert, Draymond veut remonter, prends-le et moi je reste en bas, ligne de fond. Il y a un peu les automatismes un peu naturels des Wolves, un peu là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas que Gobert aussi, il y a McDaniels, il y a Alexander Walker, il y a Edwards, il y a tous ces gens-là. D'ailleurs, à noter aussi, j'ai pas dit, mais on fait un drop contre Curry, mais on fait aussi un top lock, c'est-à-dire on l'empêche de prendre les écrans, on se met entre Curry et les écrans, donc c'est aussi assez dangereux, assez efficace, plutôt, excusez-moi. Mais voilà, j'aime bien aussi la mobilité et le switch de Naz Reid et Randle, même si quelqu'un en parlait dans le chat tout à l'heure, c'était un peu moins parfait sur la fin de match, parce qu'il se faisait un peu cibler parfois en 1 contre 1 et que Butler pouvait arriver par-ci par-là à les avoir. Ce qui a été fait aussi, pour le coup, c'est
et je pense que c'est un truc à refaire peut-être, si Gobert il est sur Draymond, notamment en deuxième mi-temps, on a essayé de donner un peu plus la balle à Draymond, parce que déjà, sans Curry, t'as pas l'attaque de Curry, donc il faut bien qu'il y ait de la création offensive qui vienne d'ailleurs. Une des meilleures options, c'est Butler, mais une autre, c'est Draymond Green, le passeur Draymond Green. Donc, premier intérêt de donner la balle à Draymond Green, c'est ça, mais en plus, si tu lui donnes la balle et que tu le mets au poste haut, c'est génial parce que tu éloignes Gobert du panier. Donc, si vraiment Gobert veut être sur ce match-up-là et grosso modo l'abandonner, faire le libéro défensif, le safety, le contre-move classique, c'est et si on insistait en attaque pour donner le ballon à Draymond et pour le mettre loin de l'action. Il y a un truc un peu marquant que j'ai relevé là, je crois que c'est tout début de deuxième mi-temps. Vous savez, les Warriors font des post-up split. Je vais essayer de trouver l'extrait. Pop-up, assist de Draymond, où sont-elles? Elles sont là. Voilà, hop, on va y arriver. Donc les post-up split, c'est quoi? C'est on donne la balle au poste bas, voilà, c'est celle-là. On donne la balle au poste bas et on fait un split. Donc la balle est à Draymond au poste bas et un split, une action au poste haut, en tête de raquette ou à 3 points pour un mec qui ressort à 3 points ou alors un mec qui glisse au panier, ce genre d'action un peu complexe. Regardez, deuxième mi-temps, on fait pas un post-up split, on fait un high post split. C'est-à-dire que là, Draymond, plutôt que d'aller sous le panier ici, proche du panier et que le split se fasse tête de raquette, en fait on fait l'inverse. Regardez, on donne la balle à Draymond en tête de raquette là, ou à 3 points, et le split se fait en bas. C'est une pose d'écran de Buddy Hield pour un cut de Butler au panier. Le switch ne se fait pas, le switch est mal fait parce qu'en plus Conley veut pas switcher, il est attaché à un shooter donc il switche pas. Bref. Et donc, on a un cut et la raquette est libérée. Donc vous voyez qu'il y a aussi cet intérêt à donner beaucoup de responsabilités à Draymond. Et cette variation de la série d'avant, ou même en première mi-temps, on mettait la balle au poste bas et on faisait un split au poste haut. Là, en fait, on fait l'inverse. On éloigne, pour éloigner Gobert du panier, on donne la balle au poste haut et on fait un cut poste bas. Et on fait une action poste bas. Et comme ça, on a le cut qui est libre parce que Gobert est loin du panier. Bref, donc ça c'est aussi à surveiller parce que là encore, vous voyez, pareil, Draymond qui remonte la balle, donc forcément Gobert est sur lui, Gobert n'est pas proche du panier, et puis les dribble and off, les jeux de main à main, le jeu à deux avec Buddy Hield qui arrive à tromper son défenseur aussi, je pense que ça pourrait être intéressant en match 2, quand tu n'auras pas Curry, de donner plus de ballons à Butler, mais ça c'est un peu logique on va dire, et également donc plus de ballons de création à Draymond pour un peu le faire distribuer le jeu, mais aussi pour qu'il soit loin de l'action quoi, pour le coup. Là vous voyez, par exemple, là c'est revenu au début, la première assist de Draymond c'est un post-up split, la balle est poste bas, il veut bien, oui c'est bon, la balle est poste bas et le split est poste haut. Et donc et en fait on a fait l'inverse sur la deuxième mi-temps. Bref, voici un peu pour l'attaque des Warriors. Est-ce que j'oublie des trucs ou pas? Non, je pense que non. Bon, après Buddy Hield qui a un peu tout fait. Le jeu à deux avec Draymond, le jeu à deux avec Butler, poste d'écran d'un côté ou de l'autre. Et ça c'est... J'ai râlé sur Edwards qui va pas cibler du Buddy Hield. De l'autre côté, je voyais Buddy Hield cibler Mike Conley, je dis mais non mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible que Buddy Hield cible plus Mike Conley que toi tu ne cibles toi-même Buddy Hield quoi. Bon, bref, mais non, top match de Buddy. Top match de Buddy et voilà. À surveiller peut-être pour le reste de la série, c'est à quel point donc on arrive à faire un peu à éloigner un peu plus du panier donc Gobert et ça surtout avec Butler, les tirs au panier en fréquence et les lancers francs, il y en aura beaucoup besoin. Oui d'ailleurs j'ai pas dit mais rebond offensif, beaucoup de rebonds offensifs sur ce match là pour les Warriors qui leur a fait du mal, mais ça vient aussi peut-être du fait que quand on fait beaucoup de switch avec Randle et avec Nasrid, ils sont pas toujours proches du panier, et pareil avec Gobert qu'on arrivait à un peu à éloigner du panier ou quand il faisait le libéro etc. Bon on n'était pas en bonne position, et puis tout simplement la stratégie collective de dire on attaque à plusieurs le rebond. Donc voilà un peu pour l'attaque des Warriors. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Je retourne au boulot, mais c'est top ces petites pauses basket pour attraper la nuit. Merci pour le travail, mais merci à vous d'être là, c'est quand même génial. On s'est fait une petite heure. J'essaie de vous lire aussi est-ce que j'ai manqué des messages. Pipa qui nous dit j'ai du mal à voir une équipe moyenne en attaque sortir les Warriors sur une série. C'est un peu l'idée que face à une défense d'élite, si t'es un peu moyen, ça peut ne pas passer quoi pour le coup. Il faut une attaque de demi-terrain plus pour faire du mal. Exactement. Buddy a été en sous-chauffe toute la saison, pire saison à 3 points pour lui, et il a une chance il y a une chance qu'il soit en surchauffe sur les 2-3 prochaines semaines. Ouais on vous le souhaite, on te le souhaite comme dirait Paga. On vous le souhaite les fans des Warriors, ouais. Effectivement. Bref,
Voici pour cette petite heure 20, heure et demie entre midi et 2. J'espère que ça vous aura plu. Voici pour ces 2 matchs. Pas plus à dire, je crois. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous. Et puis on se dit à très bientôt. À demain du coup. Merci à tous. Ciao.